Eh bien, nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. On me l'a dit depuis longtemps, bien avant que je ne me présente. Je veux dire que les gens en parlent depuis longtemps. Il y a environ 45 000 personnes au Groenland. Les gens ne savent même pas si le Danemark a un droit légal sur ce territoire. Mais si c'est le cas, ils devraient y renoncer parce que nous en avons besoin pour notre sécurité nationale, pour le monde libre. Pouvez-vous recourir à la coercition militaire? Je ne vais pas m'engager là-dessus maintenant, c'est possible. Pendant que ça passait, Alain Poëdi disait c'est Poutine numéro 2. Mais absolument, il a les mêmes approches en mettant déjà en cause le gouvernement ou je sais pas l'histoire de Groenland qui est attachée. Le Groenland a toujours été américain, non? Bien sûr, voilà. Et peut-être il parle aussi américain, donc il faut les attacher, il faut protéger la population qui parle anglais parce qu'on ne sait pas comment les Danois peuvent les réprimer. Donc ça devient quand même très inquiétant parce que nous, on pensait rentrer dans l'ère où il y aura un homme fort qui va enfin mettre la justice, amener la justice dans le monde, arrêter les guerres, et on arrive à voir en face carrément un voyou qui dit je vais récupérer le canal de Paname, je vais récupérer Groenland, et il n'est pas exclu que je vais le faire d'une manière militaire. Donc peut-être on rentre dans l'histoire de guerre encore invraisemblable. Alors regardez cette carte, attention à la carte parce que moi je crois que c'est toujours un peu trompeur, le Groenland n'est pas si grand, c'est très grand, mais enfin c'est pas si grand, c'est le problème de la rotondité de la Terre, c'est ça. C'est 2 millions de kilomètres carrés. C'est l'accès à l'Arctique qui est intéressant. Guillaume Roquette, qu'est-ce qui lui prend à Donald Trump finalement? C'est parce qu'on a un petit peu décomplexé toute cette violence avec Vladimir Poutine en je pense. C'est un peu une tarte à la crème, et je crois que c'est vrai. On a dit beaucoup qu'on vivait le retour des empires. Et je définissais il y a quelques instants un empire comme un État qui ne se satisfait pas de ses propres frontières. Ben, c'est valable pour Poutine, c'est valable aussi pour Xi Jinping, c'est valable aussi pour Erdogan, et c'est valable aussi pour M. Trump. Moi, je pense qu'il y a une part de fanfaronnade dans cette idée de vouloir intervenir militairement. Je ne sais pas très bien d'ailleurs avec qui on se bat au Groenland. J'ai une idée assez. Il peut le racheter. C'est quand même assez fort de dire ça. Mais ce qui est vrai, c'est pas anodin. Ce qui est vrai, c'est que il ose le dire. Alors, est-ce qu'on est, pardon, je vous interromps, mais est-ce qu'on est si sûr de ça? Les Américains vont s'enrichir. C'est ce qui est en train de se passer. Ils s'enrichissent à vitesse grand V. Ils ont dans l'idée que l'Europe s'appauvrit. Mais est-ce qu'il n'y a pas certains cercles américains qui se disent un jour, on va payer. On va payer de la même façon que les Chinois se sont payés le port du Pirée. Un jour, on va effectivement... En fait, le vrai gros problème, il est celui-là. C'est qu'il y a un décrochage économique entre l'Europe et les États-Unis comme on n'a jamais vu. Que ça soit économique, que ce soit en capacité aujourd'hui de créer de l'intelligence et des nouvelles technologies, etc. Et que ça soit au niveau militaire, mais notre modèle aujourd'hui est à bout de souffle. C'est-à-dire qu'on met plus de carburant. On vit sur est terrifiant. Et ça rejoint ce qu'on entendra plus tard, Trump qui dit messieurs, il va falloir payer les Européens pour votre défense. Et là, il a raison. Et en plus, il a raison. C'est ça qui est terrible. S'il prend le Groenland, un pays comme le Danemark, qui fait partie de l'Union européenne et qui fait partie de l'OTAN, il aura du mal quand même à avoir des alliés après. Parce que là, je ne sais pas très bien comment réagiraient les Européens. Alors, il ne va pas se prendre par la force. Ça va pas se passer comme ça. Il peut l'acheter, Guillaume Roquette. Oui, non, on ne peut pas l'acheter. Il y a une souveraineté, puis il y a des habitants dessus. Je veux dire, on n'achète pas des êtres humains aujourd'hui. C'est pas simplement un territoire vide ou une île avec des pingouins dessus. Il y a une population. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il remet quand même en cause l'intégrité territoriale et la souveraineté. Le Groenland, il est danois depuis 1721, me semble-t-il. Et ça, c'est reconnu par la communauté internationale. Ils sont fiers d'avoir conquis. Mais oui, et il dit peut-être la souveraineté, je ne sais pas comment il a dit, contestable d'un pseudo-roi, etc. Enfin, c'est absolument invraisemblable pour un pays comme les États-Unis qui sont membres permanents du Conseil de sécurité. Guillaume. C'est vrai que je pense que... Vous savez, je crois que c'est Hannah Arendt qui disait le problème du mensonge en politique, c'est plus qu'on ne croit plus celui qui l'énonce, c'est qu'on ne croit plus personne. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que tout le monde ment. Et je pense qu'effectivement, on aurait déclenché une crise diplomatique majeure avec de telles déclarations il y a encore quelques années. Mais attendez, c'est plus que des déclarations. Regardez l'image. Il envoie son fils. Est-ce qu'il l'envoie son fils. Il la provoque. Je crois que quand on est le fils de Donald Trump, voilà. En tout cas, c'était quelques heures plus tôt, juste avant les déclarations de Donald Trump, aérien, c'est tout. Fils, donc, avec son avion. Qui entame une visite privée
du Groenland. Regardez l'avion, à mon avis, il a demandé à papa. À mon avis, il a demandé à papa quand même. Chaque fois que je vais en visite privée, j'ai pas un avion avec mon nom dessus. Et c'est bien dommage, vous n'êtes pas le bon fils. Dommage. Donc il arrive avec l'avion Trump, il a atterri de papa, donc il a atterri un peu avant 13h dans cet aéroport. Et puis il a posté cette vidéo, on voulait vous la montrer parce qu'elle vient c'est une figurine de son père dans le cockpit. Alors je vous laisse apprécier ce que Donald Trump a dans les mains sur cette figurine, en tout cas, regardez. On dirait que le Père Noël en fuite a atterri. Donc quand on s'approche un petit peu, on a quand même le sentiment clairement qu'il a un couteau. Oui, c'est une arme. C'est ça. Non, mais ce qui est inquiétant, c'est que quand Vladimir Poutine disait qu'il allait libérer l'Ukraine. C'était Vladimir Poutine. Là, c'est le président des États-Unis qui utilise à peu près la même rhétorique en disant que tout ça, ce sera pour le bonheur des gens qui habitent au Groenland. Il a décidé aussi à un moment que pourquoi pas le Canada. Il appelait d'ailleurs Justin Trudeau, qui a été. On va reparler du Canada après. On va s'y arrêter. Il l'appelait le gouverneur du Canada et non plus le Premier ministre. Et puis, il veut changer le nom du golfe du Mexique. Parce qu'il veut l'appeler le golfe de l'Amérique, pour qu'on ne parle plus du Mexique, qui est vraiment la lie de la terre d'après lui. Et après, quand vous aurez dans d'autres parties du monde des dirigeants qui diront « Ah ben on va prendre le territoire du voisin par la force », ça va être quand même compliqué de les empêcher de le faire, parce que Vladimir Poutine, on pouvait expliquer que c'était un autocrate, que voilà, c'était quelqu'un de peu fréquentable. Mais là, quand c'est le président des États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qu'on pourra dire aux autres dirigeants du monde qui voudront faire la même chose? Ça va être très difficile. Donc là, c'est vraiment une zone de danger. Est-ce qu'on est entré dans une autre dimension? Ça rappelle, vous qui êtes passionné d'histoire romaine, les empereurs romains qui envoyaient leur fils, ou je crois que Marc Aurèle envoie son fils adoptif dans telle région pour conquérir, etc. Dans la vision du monde de ces gens, Musk se compare beaucoup à l'Empire romain. Et encore, les empereurs romains les enfants ont très très peu succédé. Il y avait beaucoup d'enfants adoptifs, etc., comme Adrien, même Marc Aurèle, justement, Commode, c'était vraiment son fils, en fait. Voilà. Mais Elon Musk dit souvent, nous sommes l'Empire romain et nous, on ne va pas tomber. On va s'arranger pour ne pas tomber. Quand on voit ça, on se dit qu'ils ont une vision. Il n'y a pas un empire qui n'est pas tombé à un moment donné. Vous voyez, donc c'est bien. À la fin. À l'échelle humaine, c'est sans doute vrai, mais même l'Empire romain est tombé, Carthage est tombé, l'Empire byzantin est tombé, l'Empire ottoman est tombé, l'Empire russe est amoindri. Voilà, donc bon. Et l'Empire européen Il n'existe pas, il n'a jamais existé l'Empire européen depuis Charlemagne. Hélas, c'est véritablement un puzzle de nations, l'Europe. Écoutez Donald Junior, le fils, qui effectivement là est en campagne de une sorte de procurateur du Groenland qui prend ses positions. Nous sommes très excités d'être ici, merci beaucoup. Nous sommes là en tant que touristes pour voir le pays. Ça a l'air d'être un endroit incroyable. Cela fait un moment que nous parlons d'y aller. Je devais déjà venir au printemps dernier. Je suis juste vraiment excité à l'idée d'être ici. Le paysage à l'arrivée était tout simplement spectaculaire. Je suis très heureux d'être ici. Merci. Voilà, Guillaume Roquette, on a été mauvaise langue, il est juste venu pour des vacances. Oui, je pense que tout est vrai, c'est-à-dire que évidemment les arrière-pensées derrière ce voyage et le fils de Trump qui fait ces déclarations-là, parce que peut-être que s'il dit je suis ici, il est déjà reparti d'ailleurs. Oui, parce que à mon avis, s'il avait dit je suis ici pour prendre le contrôle de ce territoire, il aurait fini dans la cellule de l'aéroport, et donc il peut pas le faire. Je crois encore une fois qu'on est vraiment sur un registre qui est presque celui du spectacle, à mon avis. Et s'il y a une inquiétude à avoir pour les Occidentaux par rapport aux États-Unis, moi je pense que c'est plus une inquiétude économique, une inquiétude commerciale. On va parler du Canada, des menaces d'augmentation des droits de douane. Et le moyen de pression très fort des États-Unis, il est celui-là. N'oubliez pas une chose, c'est que l'un des leviers de l'élection de Donald Trump, c'est l'isolationnisme. Et donc je ne suis pas certain que les Américains du Wisconsin, quand on leur dit allez, on va envoyer des boys pour
reprendre le Groenland, ça les enchante forcément. Mais Catherine, est-ce que finalement il s'amuse parce qu'il n'a pas encore été investi, Donald Trump? C'est un petit peu une bonne petite partie qu'il se paye. Oui, mais le Groenland, c'est quand même une idée qu'il a depuis longtemps, parce qu'en 2019 déjà, quand j'étais correspondante à Washington, il avait proposé de l'acheter, le Groenland. Donc c'est une idée qu'il a depuis longtemps et qui est vraiment une idée à laquelle il tient. Proposer de l'acheter et dire je vais le prendre par la force. Oui, mais justement là on voit qu'il va encore plus haut dans l'escalade, mais il a toujours cette obsession sur le Groenland qu'il va absolument récupérer. Il y a un autre événement qui est passé plus inaperçu aujourd'hui, mais qui est très important, je pense, c'est que Meta, Zuckerberg, a annoncé qu'il allait licencier tous les gens qui étaient là pour le fact-checking, c'est-à-dire vérifier ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et ça, comme par hasard, il a dîné avec Donald Trump il y a quelque temps. Et donc ça veut dire que tous ces mensonges vont être encore plus répandus sur tous les réseaux sociaux, qu'il n'y aura plus aucune barrière et que ça va profiter justement à ce genre de discours sur mais ce sera pour le bonheur du Groenland, le canal de Panama c'est tout à fait normal. On est en train de voir sauter les unes après les autres les barrières qui pouvaient s'ériger face à des discours comme ça qui sont quand même assez étonnants pour utiliser un terme sympathique. Le rôle de Donald Trump Jr., il ne faut pas le sous-estimer. Il est souvent l'aboyeur en chef. C'est le cogneur de Trump. Il y a évidemment une sorte de répartition des rôles. Regardez de quelle manière il s'en est pris à votre président, le président Zelensky, de manière extrêmement grossière, on peut dire les mots, en disant maintenant la une de Time c'est mon père. Et cette petite vidéo illustrait exactement ce rôle qui est celui de celui qui est fait pour cogner dans la famille. Exactement. Voilà. Comment comprendre l'attitude des Européens? Qui dit on est chez les fous. C'est surtout quand on voit cette image, c'est vraiment grave. On ne se rend pas compte. Et on est en train un peu de glousser, de rigoler. Mais non, c'est pas drôle du tout. C'est horrible ce qui commence. En fait, il y a un homme qui n'a pas de limite, je dirais, parce que son pays, c'est le pays le plus puissant économiquement du monde. Son armée est extrêmement puissante également. Et en plus, il s'imagine des choses. Mais ça n'était pas acceptable encore il y a quelques années. On rentre dans une ère de très grands risques pour tout le monde, parce que ça va se retourner contre la France, contre l'Europe, contre d'autres pays, et il n'y a aucune force qui va arrêter ça. C'est ça le problème. En même temps, là, c'est difficile d'entendre ce discours-là, quand on voit que l'homme qui se prend le coup de botte dans la figure, Volodymyr Zelensky, dit Monsieur Trump est un homme intéressant avec lequel on va pouvoir faire des choses. Écoutez la déclaration. Je ne sais pas, Aurélien Hamel, qui est le chef d'édition le plus rapide à l'ouest du PECO, va nous ressortir la déclaration. Alors là, il est en Volodymyr Zelensky qui fait l'éloge, mais l'éloge très soutenu dans l'interview de hier. Hier, c'est pas il y a 10 jours. Non, mais c'est l'école Elon Musk. Écoutez-le, où il salue l'intelligence de Trump et un certain nombre d'Ukrainiens. Oksana Melnichuk dit par exemple les Ukrainiens aiment Trump. Elle dit beaucoup d'Ukrainiens aiment Donald Trump. Écoutez-le, le président d'abord. Il a été plus fort. Il a été beaucoup plus fort que Kamala Harris, que Biden d'abord et que Kamala Harris ensuite. Il a montré qu'il pouvait le faire intellectuellement et physiquement. C'est un point important. Cela démontre que si l'on veut avoir un pays fort, il faut être fort. Et il a été. Il a montré qu'il pouvait être fort, il n'a donc pas de questions à se poser, compte tenu de son âge, etc. Rien. Il est jeune. Il est jeune et son cerveau fonctionne. Voilà. Il a avec quoi comparer, parce que vraiment, si on compare avec Joe Biden, on avait l'impression qu'il est tout le temps perdu et son âge avancé aussi très, très compliqué. Mais est-ce qu'il illustre au-delà de ça la position de beaucoup d'Européens qui en réalité vont tous courir à Washington, vont tous courir à Mar-a-Lago? Nous sommes dans la situation concernant l'Ukraine. L'Ukraine, c'est une victime. Nous sommes en danger de mort. La nation ukrainienne aujourd'hui est en train d'être exterminée par une barbarie puissante. Donc notre salut peut-être, c'est la suite de soutien de ce personnage. Donc c'est l'intelligence de Zelensky. Sur l'attitude des Européens qui font qu'en réalité, ils vont se soumettre. Ils vont se soumettre à Donald Trump. Ils font semblant parfois de le critiquer, mais on voit bien qu'ils se soumettent. Ce qui se passe avec le Canada est tout aussi étonnant. Il sort de tous les cadres. Regardez la réaction de Justin Trudeau. Alors il y a une inimitié quasi personnelle entre les deux. Trudeau s'était moqué de Trump. Trump a dit « mon coco,
tu verras, le temps venu, oui. Je verrai ton cadavre passer sur la rivière, et ça arrive, voilà, Trudeau tombe, il répond à Trump, jamais au grand jamais, le Canada fera partie des États-Unis, puisque Milly, c'est un projet, là encore, très affiché de Trump. Mais regardez ce qu'avait dit Donald Trump. Beaucoup de gens au Canada adoreraient que leur pays devienne le 51e État. Les États-Unis ne peuvent plus supporter les déficits commerciaux massifs et les subventions dont le Canada a besoin pour rester à flot. Et puis regardez ce qu'il a écrit en plus sur Justin Trudeau. Il le savait, il a démissionné. Si le Canada fusionnait avec les États-Unis, il n'y aurait plus de tarifs douaniers, les taxes diminueraient considérablement, il serait totalement sécurisé contre la menace des navires russes et chinois qui les entourent constamment. Ensemble, quelle grande nation ce serait. Il essaye quand même d'être persuasif. Oui, mais c'est vrai que c'est inquiétant parce que c'était exactement le même discours de Vladimir Poutine. Oui. On va faire le bonheur de l'Ukraine contre son gré. Venant d'une démocratie. C'est quand même une grande différence. Trump est élu démocratiquement. C'est inquiétant. C'est-à-dire que, en fait, Donald Trump agit exactement de la même manière. Alors, on n'imagine pas qu'il va envoyer son armée pour tenter de s'emparer du Canada, mais c'est quand même effectivement des choses qui étaient inimaginables. Il y a même quelques semaines avant qu'il soit élu, parce qu'il n'avait pas dit tout ça quand même durant sa campagne. Donc là, on sent qu'il est en train de glisser, qu'il est pris d'une espèce d'hubris. En plus, il n'a plus de contre-pouvoir aux États-Unis, c'est-à-dire que les républicains contrôlent la Chambre des représentants, le Sénat, la Cour suprême et donc la Maison-Blanche. Est-ce que ça va avec un discours qu'il tient, qui est cohérent, qui est de dire « je vous défends », un discours un peu colonial. Je vous défends, donc, ou bien vous vous défendez vous-même, ou bien vous nous êtes soumis. Écoutez ce qu'il dit aujourd'hui. En disant aux Européens, vous devez payer 5% de votre PIB. Et tous les présidents américains avant lui l'ont dit. Ils ont averti les Européens, vous devez payer. Parce que si vous ne vous défendez pas vous-même, il y aura un problème. Et là, il met la barre extrêmement haut. Écoutez-le. Je pense que l'OTAN devrait avoir 5%. C'est vrai, on ne peut pas le faire à 2%. Pour chaque pays, avec une armée régulière, vous êtes à 4%. Vous savez, ils sont en territoire dangereux. Ils peuvent tous se le permettre. Ils devraient être à 5%, pas à 2%. C'est moi qui les ai amenés à payer 2%.